القرية. Baseball Québec, le podcast, édition Assise 2019, ça débute là. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier podcast de Baseball Québec. Mon nom est Jean-François Charles et je vous accompagne pour les prochaines minutes. Je suis très content de vous présenter le nouveau projet de la Fédération et je vous remercie d'être à l'écoute. Ceux qui connaissent bien Max Lamarche savent qu'il aime innover. La création du podcast, c'est un autre bel exemple. Que vous soyez un joueur ou un membre du CA, si vous faites partie de la grande famille de Baseball Québec, on veut vous parler. L'objectif du podcast, c'est de vous informer et de vous divertir. On sentait un besoin d'échanger notre façon de vous transmettre certaines informations et nous sommes venus à la conclusion en discutant en équipe qu'un podcast, c'est la solution. Le lancement officiel de l'épisode numéro 1 est prévu pour janvier 2020. Il aura un format différent de ce que vous entendez présentement. Vous aurez droit à des épisodes spéciaux comme celui que vous avez dans les oreilles et ils vous seront offerts à certains moments dans la saison. Nous allons vous diffuser des entrevues avec des joueurs, des entraîneurs et des gestionnaires des différentes ligues du Québec. Les joueurs et les joueuses de tous les niveaux seront mis en valeur. Comme vous le savez, la Fédération fête cette année son 50e anniversaire. Nous avons célébré de plusieurs façons. Le 9 novembre dernier, aux Assises de Baseball Québec, on a poursuivi la tradition en innovant à plusieurs niveaux. Lors de la soirée d'intronisation au Temple de la renommée du baseball québécois, on a profité du tapis bleu pour lancer le podcast. On a réalisé quelques entrevues avec des personnalités bien connues du baseball québécois. Alain Usereau de RDS était l'animateur du podcast et pour l'occasion, il a discuté avec Max Lamarche, Mark Griffin de RDS, mais il a aussi eu la chance de discuter avec la voix radio des Expos et membre du Temple de la renommée, M. Jacques Doucet. Je vous laisse profiter des prochaines minutes en compagnie d'Alain Usereau. Bonne écoute. Je vous souhaite la bienvenue au gala de Baseball Québec. Alain Usereau qui est en compagnie de vous pour la prochaine heure. Un gala avec une forme fort différente des années passées. Et écoutez, tout de go, on va commencer avec le grand Manitou de Baseball Québec, Maxime Lamarche. Maxime, content de partir ça avec toi aujourd'hui. Ben écoute, on part avec un des meilleurs. Fait que moi aussi, je suis content de t'avoir ici. C'était une journée stressante, fait que de savoir que tu étais là au contrôle du micro, j'étais content. Écoute, Max, la première des choses, j'aimerais juste qu'on parle du gala comme tel, format un petit peu modifié par la force des choses. C'était trop populaire. Ben exactement. Hein, on a au-dessus de 500 personnes ce soir. Fait que d'asseoir 500 personnes en table ronde, c'est très difficile. Pour moi, c'est un prétexte et ça a été ma raison pour pouvoir changer un petit peu le gala, évidemment. J'essaie toujours, je souhaite qu'on fasse des choses toujours un peu mieux, toujours un petit peu plus wow. Fait que le fait qu'on n'était pas capable de rentrer 500 personnes assises dans un souper de 5 heures pendant une soirée, j'ai dit, là, c'est le temps de changer. Là. Bon, on ne parlera pas de l'organisation comme telle, mais là, c'est une année qui se termine. Je dis ça et je le dis à dessein. Ça se termine jamais pour Maxime Lamarche. La tête est toujours en marche. Bon, ça fait quelques années qu'on se côtoie de temps en autre. Et bon, de toute façon, c'est une machine qui roule à l'année longue. Ça, c'est peu importe le sport. Le hockey, c'est la même chose. Le baseball, c'est pas différent. De se renouveler toujours, ça, c'est le défi. Vous l'avez bien relevé au cours des 10 prochaines années. Est-ce que le défi n'augmente pas d'autant? Ben écoute Alain, c'est sûr qu'avec l'augmentation qu'on a, puis à chaque année, de trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, ça devient de plus en plus différent. Je suis chanceux, moi, dans la vie, j'ai eu un mentor qui s'appelle Michel Laplante qui m'a appris à sortir des sentiers battus, à essayer des choses. Puis l'école de la vie des capitales de Québec a été extraordinaire pour ça. J'ai une équipe de travail vraiment cool qui est toujours prêt à faire les choses différemment. Puis un conseil d'administration qui n'a pas peur de prendre des décisions qui vont des fois à l'encontre du sport traditionnel qui est le baseball, du côté plus conservateur. Fait que tout ça ensemble fait qu'année après année, on trouve des solutions de faire les choses différemment et encore mieux. Est-ce que vous avez poursuivi votre séquence d'augmentation, d'inscription? Donc, vous êtes rendu à combien? Oui. Et on est à quelques joueurs d'avoir franchi le 35 000. Puis c'est important de dire que, là, 12 ans, il y avait 17 000 joueurs de baseball au Québec. Donc, on est hyper fiers de ça. On s'attend à ce que, évidemment, la croissance ralentisse un petit peu parce que des terrains de baseball, ils commencent à être pas mal tout pleins, mais on est tellement contents.
Moi, je vais te parler sur le plan technique. Tu as une formation sur le plan technique. Je sais que Sylvain Saint-Nom aussi est un des responsables de ce côté-là. Il y a eu des changements. On l'a noté dans les matchs qu'on fait avec Mark Griffin. Mark est à l'affût de tout ça aussi. Sur le plan technique, il y a des choses qui ont changé. Ouais. Je parle des frappeurs. Là. Et ce qui me vient en tête, c'est ce qu'on appelle en anglais le launch angle. Je sais que c'est au niveau professionnel, mais ces changements-là, est-ce que ça se traduit par une façon de faire qui est différente à la base? Bien, c'est un très, très, très grand défi parce que, d'une part, il faut expliquer à tous ces jeunes-là que dans leur processus, dans leur cheminement, ils ne sont pas encore rendus là. Mais en même temps, il faut intégrer la bonne base pour y arriver à un certain moment. J'ai vu l'hiver dernier une entrevue de Joey Votto, qui joue les Reds de Cincinnati, évidemment, qui disait... c'est un Canadien, un de Canadien, Toronto. tout à fait, qui disait... Le launch angle, là, c'est la recette présentement dans le baseball majeur pour frapper la balle au bord et faire que des joueurs qui n'avaient peut-être pas autant de puissance par le passé sont maintenant capables de le faire. Mais c'est pas quelque chose à faire quand on développe les bases, quand on est plus jeune. C'est là que ça devient un enjeu. C'est quand les jeunes commencent à essayer de faire ça pour faire un peu comme leurs vedettes, comme leurs idoles. Ils ne sont pas encore rendus là dans leur développement. Donc, il y a le défi de leur expliquer que oui, on s'en va vers là, mais avant ça, il y a plein de petits pas à faire pour être capable de se rendre là. Autrement dit, quand on les prend avec la couche aux fesses, on va dire de cette façon, dans leurs premières années d'apprentissage dans le monde du baseball, la base demeure la même. La base ne change pas. Elle doit être bien acquise, elle doit être bien organisée. Puis après ça, quand tout ça c'est fait, là, on peut aller dans ces petits détails-là qu'on dirait le fine-tuning, nous autres. Là. Est-ce qu'on est rendu dans l'élite à ce moment-là? Oui, je dirais. On est rendu dans le baseball d'excellence. On parle passer le Bantam 2A. Quand on arrive dans le Midget 3, à l'Académie de baseball du Canada, au niveau du junior élite, des jeunes qui ont l'intention d'aller jouer dans les collèges américains, qui ont l'intention de jouer professionnel, si ont des bonnes bases, on peut rentrer dans ces détails-là. Puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, la technologie est aussi très, très accessible. On est capable d'avoir accès à ces données scientifiques-là avec des outils qui ne coûtent plus des 25, 30, 40 000, donc on peut avoir au Québec. Vous avez développé une expertise qui est digne de mention, juste à regarder le nombre de Québécois qui se retrouvent dans le baseball professionnel ou encore dans la NCAA ou dans le baseball qui est non affilié, je pense au Capital de Québec, entre autres. Là, c'est de poursuivre dans ce moule-là, c'est-à-dire avec des sports-études. Est-ce qu'on est capable de l'élaborer en dehors des grands centres? Bien, j'ai tendance à dire que oui maintenant parce que y a quelque chose qui va bien au Québec et qui fait partie de notre mission. Il y a un verbe qui dit harmoniser. Harmoniser le baseball au Québec. Puis on a l'aide de nos partenaires des sports-études. Je vais vous donner comme un exemple. En Abitibi, on a parti un sport-études. Évidemment, l'expertise... C'est un bel exemple. Ça en est un bel exemple. L'expertise, les connaissances en Abitibi sont moins grandes que dans un réseau ici. Mais la première chose qu'on a faite, c'est que les entraîneurs de l'Abitibi qui gèrent le sport-études sont venus passer du temps au sport-études de Mortagne, qui est à Boucherville, sont venus passer du temps à Édouard-Montpetit, à Montréal. Donc, il y a une belle collégialité à travers tout ça, où tout le monde s'aide à travers le Québec. Ben écoute, Max, on est sur la fin de cette entrevue-là. Qu'est-ce qui s'en vient au cours des prochaines semaines, prochains mois? Est-ce qu'on a un objectif quelconque, que ce soit sur le plan des inscriptions, sur le point de la formation des entraîneurs? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on veut mettre l'accent dans l'entre-saison? Là, nous autres, on est rendu à l'étape, là, on rentre dans nos bureaux, on se fait plus déranger par personne, puis là, on élabore les projets pour la prochaine saison. Donc, quand on parle autant des entraîneurs, de l'initiation, du baseball récréatif, compétitif, de haute performance, là, on s'en va à notre table de dessin, on met tout en place pour la prochaine saison. Fait que c'est beaucoup du travail derrière les rideaux, mais on est rendu là. Maxime, merci d'avoir été avec nous et continue ton bon travail. Ça me fait plaisir. Merci, Alain. Bonne soirée. À bientôt. C'était notre premier invité, Maxime Lamarche, qui est le grand Manitou, le directeur général de Baseball Québec. Lui qui partage en fait sa grande passion du baseball. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je pense qu'il ne devrait même pas être payé pour faire ce qu'il fait. En voulant un autre, je pourrais dire la même chose. Mark Griffin, qui est mon partenaire à RDS. Marc, content de le voir. Salut Alain. Ça fait pas longtemps qu'on s'est revus. Tu as eu le temps de faire tomber la poussière un peu après cette série mondiale. C'était vraiment le fun, Alain. Un peu hors norme, hein, comme série mondiale. Oui, mais c'est le fun d'être ici parce que les gens nous en parlent beaucoup. En tout cas, on a parlé beaucoup de la série mondiale. Puis on est chanceux parce qu'on a vécu une série mondiale unique. Et honnêtement, Alain, je suis pas sûr qu'on va revoir ça, que tous les matchs ont été remportés à l'étranger. Fait que c'est... On le sait, on est gâtés de pouvoir y participer. Oui, et ce qui était plaisant dans cette série mondiale, je pense que les deux meilleurs matchs ont été les deux derniers, les 6e et 7e matchs. Surtout le 7e, où là, Marc, on a eu, je pense, la gamme complète de ce que le baseball peut nous donner de mieux, c'est-à-dire bons lanceurs, des frappeurs qui se sont illustrés et, en marge, peut-être des décisions qui peuvent être remises en question.
Un peu de controverse, Un peu de controverse, des comme ça. règlements qui sont douteux sur la course au premier but, des coups de circuit qui donnent sur le poteau de démarcation. Fait que, ça a été vraiment le fun. Ouais. Tout ce qu'on veut dans un 4 de 7, c'est qu'on est au moins dans un 6e match. Lorsque c'était 2-0, on ne voulait pas que ça tombe 3-0. Mais finalement, ben, ça a pris un peu de temps, mais on a eu vraiment une belle série mondiale. Bon, au-delà, Marc, de ton travail à RDS qui est fort connu, ce que les gens savent, moi, c'est que tu es impliqué directement avec Baseball Québec. Tu fais partie du conseil d'administration, si je ne me trompe pas. Exactement. Ton rôle au sein du conseil, tu as une expertise que probablement les autres membres n'ont pas, là. Consiste à quoi exactement? Bien, c'est sûr que moi, l'expertise baseball, donc au niveau de l'excellence, au niveau des expériences baseball, je viens ajouter à ça. Parce qu'évidemment, un conseil d'administration, le mot dit, on administre la fédération. Mais à quelque part, il y a des décisions qui doivent se prendre pour le bien du baseball, pour le bien du développement des jeunes. Et pas négliger, évidemment, l'excellence. On sait que la grande majorité des membres de Baseball Québec, ce sont des jeunes qui participent, donc c'est de la participation, mais l'excellence fait aussi en sorte que le baseball du Québec rayonne partout. Ouais. Alors, c'est des dossiers souvent que je vais chapeauter à ce niveau-là. Santé également à vous. Alors, il y a plein de gens ici, Alain, qu'on veut saluer. Il y a des gens qui devraient être au temple de la renommée, qui passent devant moi. Mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment agréable parce que, bon, Maxime en a parlé un peu tout à l'heure, de voir cet engouement pour le baseball. Donc, c'est pas des problèmes, c'est des beaux défis qu'on a devant nous pour s'assurer qu'on puisse développer nos jeunes comme il se doit. Et tu es impliqué sur le terrain aussi, même pendant l'entre-saison, là. J'ai 3 garçons. Alors, tu t'imagines que... Un qui est d'ailleurs dans un sport-études, mais à l'extérieur de la province, c'est pas parce qu'au Québec, on fait pas les bonnes choses, c'est tout simplement que ça lui donne l'opportunité d'apprendre une autre. Oui, bien exact. Il y a plusieurs facteurs dans ce cas-ci. Il y a l'école, la langue, il y a l'expérience, la maturité à apprendre. Donc, il y a d'autres facteurs, exact. Mais j'en ai un qui est en sport-études au secondaire actuellement ici au Québec. Il y en a un autre qui s'en vient, qui est au primaire. Donc, tu comprendras que je veux que ça fonctionne, je veux que ça aille bien parce que j'ai mes propres enfants qui passent présentement à travers la fédération, qui vont passer à travers, je l'espère, des programmes comme ce qu'on offre à Baseball Québec. Donc, c'est tout naturel de m'impliquer donc dans... Bon, tu sais, Alain, on fait 90, 100 matchs par année à la télévision. Mais les autres soirs que je ne suis pas à la télévision, je suis sur un terrain de baseball quelque part. Oui. Ben, quiconque a une famille de 3 enfants pourra dire que du temps libre, il n'y en a pas beaucoup pendant une année. Mais honnêtement, aller sur un terrain de balle, pour moi, c'est du temps libre. C'est du temps de qualité, puis surtout lorsqu'on le fait avec nos enfants, puis qu'on le partage, on partage notre passion avec des jeunes. Tu sais, à quelque part, c'est du temps très, très, très bien passé là, sur le terrain. Bon, Marc, au niveau local, et là, je ne parle pas seulement de ta région, mais un peu partout, on le voit. Ce n'est plus la même réalité qu'il y a 30 ans, alors que les gens jouaient au hockey l'hiver. L'été, c'était le baseball. Il y a plusieurs sports. On parle du soccer, mais il y a plein d'activités auxquelles les jeunes peuvent se prêter. Ça, c'est un défi, Marc. Tu le vois même dans le coin où tu es. Je sais que tu es très impliqué, dans le coin de Boucherville, là, sur la rive sud de Montréal. C'est un défi d'attirer les jeunes et on n'a pas le choix de tenir compte de cette réalité-là. Ah, bien, c'est clair. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, à la Fédération de baseball du Québec, on veut que les jeunes fassent du sport. Puis ça se peut que le baseball, ça soit pas son... Tu sais, ça se peut qu'un jeune vienne, tu sais, 6, 7 ans, 8 ans, s'en vient s'essayer pour le baseball, il a entendu parler. Mais ça fonctionne pas. Mais ce qu'on veut lui donner, par contre, c'est le goût d'essayer des choses, le goût de faire du sport. Tu sais, on en reçoit des jeunes qui ont joué au football, au soccer, qui s'en viennent au baseball. À l'inverse, il y a des joueurs de baseball qui s'en vont. Tu sais, on veut leur donner le goût de s'amuser, puis en même temps, bien, tu le sais, les sports, que ce soit sport individuel ou sport d'équipe, dans ce cas-ci, un sport d'équipe, bien, ça te montre une discipline, ça te montre un paquet de facteurs que la vraie vie nous offre plus tard. Fait que, tu sais, c'est important qu'on encadre nos jeunes pour le baseball, mais ça va à l'extérieur, tu comprends, de la frontière baseball. Là. Oui, on est dans un monde où on s'hyper spécialise, et ça dans tous les domaines, que ce soit dans le sport ou peu importe le domaine dont on voudrait parler. Et je sais, pour t'avoir parlé à plusieurs reprises, on échange beaucoup, évidemment, en cours de saison. Et ça t'agace un peu l'hyper-spécialisation à un âge très jeune. Puis, écoute, Alain, tu sais, je suis pas scientifique, mais on entend de plus en plus parler des gens qui ont fait des recherches là-dessus. Et c'est important, je pense, que les jeunes doivent se développer. Et tu peux pas le faire avec un seul sport.
Et là, ce que je dis développer, c'est développer tes habiletés, développer un paquet de circonstances qu'un sport peut offrir. Puis c'est sûr que si tu en exerces un autre, ça va t'aider. Puis là, ben, avec l'avenue des sports-études, c'est bien, mais l'idée est excellente, évidemment. Mais là, on est comme pris un peu avec des structures un peu lourdes avec chacun des sports-études. Donc, le jeune qui est, par exemple, bon au hockey l'hiver, puis bon au baseball l'été, ou en tout cas, il aime pratiquer ces deux sports-là, puis là, il se retrouve à choisir dès l'âge de 12 ans, donc en entrant au secondaire, un de ces sports-là. Et pourtant, comme tu le sais, que ce soit les choix de premier rang, que ce soit au baseball, que ce soit même dans la NFL, probablement au basketball. Au hockey aussi. Au hockey aussi. C'est que souvent, ces joueurs-là, c'est des gars de 2, 3 sports minimum. Parce que le contexte américain, dans les high schools américains, ou les collèges américains, te permet d'exercer donc plusieurs sports pendant une bonne période de temps et à un moment donné, avec une certaine maturité, de choisir un des sports. Fait qu'on a un peu de travail à faire pour en arriver là. Moi, je suis convaincu que secondaire 1, secondaire 2, 12, 13 ans, il faudrait que les jeunes puissent exercer plus qu'un sport. Je sais que les sports-études font des efforts pour, par exemple, le baseball, je sais qu'ils font des efforts, qu'il y a une période morte, donc ils pratiquent d'autres sports. Mais tu sais, on le fait un peu à la légère. J'aimerais ça, moi, qu'un jeune puisse se dire, OK, moi, à 15 ans, OK, là, je peux vraiment, j'aime mieux un sport qu'un autre. Là, je vais aller le pratiquer. Je vais aller mettre des efforts davantage là-dessus. C'est un beau problème à régler, mais ça reste qu'on a, on a fait un grand pas depuis une dizaine d'années là, pour aider la cause. Dernière question, Marc. Tu es un membre du Temple de la renommée de Baseball Québec. Et écoute, il y a plusieurs membres qui ont eu un impact réel sur ta vie. Bon, je pense à Claude Pelletier, entre autres, qui était d'être membre et d'accueillir de nouveaux membres comme ça. C'est différent que dans le passé, alors que tu étais là en tant que membre du CA. Écoute, c'est extraordinaire, Alain. Puis, tu sais, René Marchand, tu sais, cette année, la QV, Richard Raymond, qui a été mon instructeur, mes premiers instructeurs. Qui était dû, là? Oui. René Marchand, qui a eu un gros impact dans ma jeune carrière. Il a été instructeur il était le gérant de l'équipe du Québec lorsque j'ai participé au championnat canadien. Tu sais, René, qui est un grand gars, imposant, tu savais qu'il avait eu une carrière extraordinaire, mais qui m'a aidé dans tout ça. Pierre-Luc Laforêt, qui a connu une carrière extraordinaire, un des rares Québécois, joueur de position à avoir atteint son rêve. C'était vraiment le fun d'entrer ces gens-là dans cette grande famille du Temple de la renommée du baseball. C'est vraiment une belle soirée. Puis on dirait qu'à chaque année, Alain, c'est de mieux en mieux. Quand je parle de mieux en mieux, je parle de l'entourage de l'organisation autour. C'est vraiment rendu un grand hommage là, de faire partie de ce club select. Bien, Marc, merci beaucoup de ta présence ce soir. Je te souhaite une bonne soirée, puis on va se revoir tantôt. Absolument, mon cher Dans Alain. le pire des cas, on va se revoir à la fin du mois de mars prochain. Continue ton bon travail, mon cher ami. Merci beaucoup. Salut. C'était Marc Griffin, donc avec mon partenaire à RDS, lui qui arrive fraîchement de la Série mondiale. Et tout de suite, on va accueillir celui qui est, ni plus ni moins, je pense, c'est pas trop fort de dire le maître à penser de tous ceux qui font du baseball au Québec, c'est-à-dire Jacques Doucet. Jacques, bienvenue avec nous. Hey, salut Alain. Oui, et j'ai déjà dit privément à Jacques, tous ceux qui font du baseball au Québec ont été influencés d'une façon quelconque par Jacques Doucet, je m'inclus dans le lot. Jacques, pour une Xème année, tu es avec la gang de Baseball Québec, on ne se tanne pas d'un événement comme celui-là. Mais c'est la première année où je n'aime pas le gala du samedi soir. Donc, tu vas pouvoir en profiter à plein. Ouais, ça va faire étrange parce que je pense que Marc et moi, ça doit faire une vingtaine d'années qu'on animait le gala d'intronisation, toutes ces choses-là. Et puis, cette année, lorsque on m'a appelé, on a dit « Jacques, tu vas t'asseoir dans la salle ce soir, puis il dit, on va te rendre un petit hommage, là. » Mais il dit « Profite-en. » Mais il dit « Oublie pas que dimanche matin, c'est toi qui anime le gala des jeunes. » Donc, on va mettre les freins un petit peu. Jacques, bon, ça fait combien de temps que tu décris, là? Ça fait depuis les débuts des années 70? Non? Moi, ma première année officielle au micro des Expos était 72. 72. Mais en 69, j'avais commencé à remplacer Jean-Pierre Roy ouais. Une fois par semaine quand lui allait à la télé de Radio-Canada. Alors, je travaillais avec Jean-Paul Sarrault. Et puis, j'ai fait ça pendant les deux ans et demi, à partir peut-être du mois de juin de 69, 70, 71. Et à la fin de 71,
les Expos ont dit à Jean-Paul Sarrault, qui était à la fois chroniqueur sportif au Montréal Matin. Ouais. Ils ont dit, nous, on va avoir quelqu'un à plein temps. Et Ah ouais. Jean-Paul lui a décidé de rester au Montréal Matin. Malheureusement pour lui, ça devait fermer quelques années plus tard. Et moi, on m'a offert le poste. Je t'avoue, Alain, que j'ai hésité un peu parce que Ben, t'étais à ce moment-là avec la presse, là. Oui, j'étais avec la presse et j'adorais écrire. Mm-hmm. J'adorais le travail de reporter, de chroniqueur, puis surtout, ça faisait 3 ans que je faisais dans le baseball. À suivre l'équipe. Je commençais à avoir des contacts à Chicago, à Atlanta, à Philadelphie, un peu partout. Et lorsqu'on m'a offert ce poste-là, j'ai hésité parce que je n'avais aucun background comme commentateur, vraiment, là, sauf une fois par semaine. Alors, j'avais dit à M. McHale, lors de mon entrevue, j'ai dit, écoutez-moi, moi, j'adore écrire, je ne veux pas brûler de pont, je ne veux pas partir en mauvais termes avec le média écrit, mais je lui ai dit, moi, pour me sécuriser, ça me prendrait un contrat de 2 ans. Parce que, dans un premier temps, je ne sais pas comment je vais aimer ça. Et surtout, je ne sais pas si les gens vont m'accepter, parce que tu as beau faire le meilleur job possible, si l'auditeur ne t'accepte pas, c'est voué à un échec. Et là. c'est pas facile de remplacer une voix qui est déjà établie. Peu C'est importe ça. le sport, là. Alors, tu sais, on m'a donné un contrat de 2 ans, puis je pense que ça a fait l'affaire. Ça a duré 33 ans. Genre, qu'est-ce qui a changé le plus entre la première partie et la dernière que tu as faite en 2019? Qu'est-ce qui a changé le plus? Ben écoute, je pense que au cours des 5 dernières années, les statistiques avancées donnent une dimension qu'on ne connaissait pas auparavant. Toi, je sais que tu aimes ça. Moi, je déteste ça. Moi, j'ai été habitué avec des gérants à la Jane Mock, à la Alou, à la Buck Rogers. C'était l'expérience et l'instinct qui primaient, non pas des chiffres que tu mets dans un ordinateur qui disent « Bon, c'est ça que tu devrais faire ». Il y a un juste milieu entre les deux à avoir. C'est ça. Alors, moi, j'ai bien adoré durant la dernière Série mondiale de voir Dave Martinez. Il n'était pas strictement un gars avec des statistiques avancées. Il allait souvent avec son guts, avec son expérience, ce qu'il avait vécu. Et ça, pour moi, je trouve que c'est un des aspects du baseball qui est peut-être disparu, mais qui va peut-être revenir davantage à compter de la saison prochaine, alors que les règles du jeu vont changer. C'est là, le releveur qui va s'amener au monticule, là, il va être obligé d'affronter 3 frappeurs, Ouais, ça, c'est. à moins que ce soit le dernier retrait de la manche. Ça tu reste vas à avoir- confirmer, mais semble-t-il qu'on s'en va Oh non, dans c'est cette fait. voie-là. Veux dire, moi, je l'ai vu que l'Association des joueurs l'a accepté, ça. Bon. Aussi, au mois de septembre, tu vas avoir 28 joueurs. Ouais. Tu n'en auras pas 26. 40. Mais par contre, on aura 26 en saison régulière Oui, et, tout et porte 27 pour un programme double. et tout porte à croire que le joueur supplémentaire va être un autre lanceur. Là. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Mais moi, je pense que l'approche des gérants, ils vont être obligés de gérer davantage. Parce que ça ne sera pas juste une question de dire il y a un gaucher qui est là ou que j'amène un gaucher. Non, c'est un droitier, je le change, je l'en amène un autre. Ils ne pourront plus le faire, ça. Question que je vais te poser, tu as regardé la Série mondiale, j'imagine. Est-ce qu'on a enlevé Greinke trop vite? La question que je te pose par rapport à la Série mondiale, tu as sûrement regardé la Série mondiale. Est-ce qu'on a enlevé Greinke trop vite? Oui, oui, j'en revenais pas. J'étais dans le salon avec ma conjointe, puis j'ai dit qu'est-ce qu'il fait là? Il y a 80 lancés. Mais est-ce que c'était les statistiques avancées qui disaient ça? Le baseball se prête à ça, mon cher Jacques. Hein? Oui, oui, oui. Mais ça, c'était, disons, la série parfaite pour le second guessing. Oui, on a de la grande visite et grande visite dans Oui. tous les sens du mot avec nous. D'Éric Aucoin qui est de passage avec sa conjointe. Isabelle Oui, pardon. et le petit Dawson, mais qui grandit. Non, écoute, la Série mondiale, moi, c'est une des plus belles que j'ai vues depuis plusieurs années. Je suis toujours déçu de la durée des matchs.
Mais ça, évidemment... Il y a plusieurs raisons reliées à ça, Marc, et je pense que le diffuseur... Tu peux m'appeler Jacques, si tu veux. Oui, Jacques, oui. J'en veux pas, j'en veux pas. Et tu sais, je pense que le diffuseur, notamment, a sa part de responsabilité. Bien, écoute, on ajoute 1 minute et demie à la durée des pauses commerciales. Ouais, ça, il y en a 18 dans un match. Là. Fait que tu rajoutes tout de suite 20 minutes, là. Oui, ça commence déjà là. Alors, tu sais, c'est énorme. En plus, il faudrait responsabiliser les lanceurs et les frappeurs. Puis ça, je pense, c'est quelque chose sur lequel le baseball majeur... Si les arbitres appliquaient le règlement pour le frappeur, qu'une fois qu'il est 2 pieds dans la boîte, il ne peut pas en sortir complètement. Oui. C'est quand moi, ça m'horripile quand je vois un frappeur, il n'y a personne sur les buts, il y a 2 retraits, il y a un compte complet, puis là, il se retire, puis il regarde son instructeur au 3e. Quel genre de signal attend-il? Oui. Alors, l'arbitre pourrait dire « Hey, reste là » ou bien c'est une 4e ou c'est une 3e prise. Exact. Mais ça, et tu as tellement d'expérience là-dessus, Alain, il va falloir qu'il commence ça au niveau A. On a commencé le cadran oui, déjà je pour sais, les lanceurs, mais évidemment... Mais il va falloir... Moi, je me souviens, pour faire une analogie avec le casque protecteur au hockey, il n'y a personne qui voulait au début le porter, mais on a commencé avec les Pee-Wee, avec les moustiques. Là, graduellement, les joueurs qui allaient être promus dans la Ligue nationale de hockey étaient habitués de le porter, le casque, alors ils l'ont adapté. Oui, et tout le monde porte la visière même aujourd'hui. Jacques, tu m'as parlé de quelque chose et j'aimerais qu'on parle de ça. Tu as reçu un honneur aujourd'hui, un peu particulier, avec la compagnie Topps. Ça, c'est la compagnie Topps, c'est une compagnie qui, les collectionneurs de cartes savent très bien de quoi je parle. Oui. Mais Topps publie des cartes de baseball depuis hockey, baseball, football, c'est absolument universel. Et les collectionneurs auront le loisir de voir Jacques Doucet sur ces cartes-là. Peux-tu nous expliquer un peu, Jacques Doucet, qui n'a jamais, à ce que je sache, joué au baseball ou géré une équipe? Encore moins. Gérant de stade, oui. Non, mais écoute, j'ai été abasourdi. J'ai eu un appel, mais ça a été commencé par un courriel, mais moi, je n'y croyais pas. Alors, j'ai appelé le gars pour dire, est-ce que c'est une mauvaise joke? Il y a de mes amis qui veulent me jouer un tour. Mais non, on a décidé, c'était un chargé de produits chez Topps qui ont décidé, à partir du mois de janvier, il va y avoir une nouvelle série de 10 cartes qui va être émise. 7 commentateurs de baseball, plus l'ancien organiste des Cubs de Chicago qui vient de prendre sa retraite, l'annonceur maison des Phillies de Philadelphie et la dame qui est annonceur maison avec les Giants de San Francisco. Ça va être une série de 10 cartes. Et on m'a fait l'insigne honneur d'être parmi les 7 commentateurs à travers l'Amérique qui vont... Je vais faire partie de cette série-là. Il y aura également, que je me souvienne, là, Jaime Hagen, qui a été la voix espagnole des Dodgers pendant des années, et aussi Chip Caray, c'est ça, des Braves d'Atlanta, le petit-fils de Harry et le fils de Chip Caray. Les autres, là, je ne me souviens pas des noms, mais j'en revenais pas que la compagnie Topps ait pensé à moi. Et là, on a arrêté le choix sur la photo. C'est la photo qui est, lorsque j'ai été présenté à la foule au mois de mars, avec le gilet des Expos, numéro 33 ans de broadcast, qui va être sur la carte en question. Bien, Jacques, ça va peut-être mettre Jacques Doucet sur la map pour le Ford Trick éventuellement. Je sais, on a vu une entrevue, Jacques, là-dessus. Tes attentes sont plus modestes. Mais je rappellerai seulement qu'il n'y a probablement aucun descripteur qui a eu la popularité de Jacques Doucet à la fin des années 70 et début des années 80. Ceux et celles qui n'étaient pas là à ce moment-là, la voix de Jacques était celle qui était le plus entendue au Québec et probablement au Canada. Ben écoute, j'avais le privilège de travailler pour les Expos, qui était une équipe qui était vraiment en ascension. Ah oui, puis et à un certain moment... Il n'y a pas un chalet qui n'était pas synthétisé sur les matchs des Expos pendant ces étés. À un certain moment, dans les années 70, on avait 43 postes au sein du réseau radiophonique du baseball des Expos. Alors, tu sais, on tapissait la province là, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et
Moi, ça a été une époque valorisante pour moi. Oui. J'avais la passion du baseball, mais ça l'a encore alimenté. Jacques Doucet, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis, N'importe quand. Comme tu ne travailles pas aujourd'hui, je te souhaite une très, très belle soirée. Pas mal sûr qu'il y a pas mal de monde qui veulent parler à celle qui est à la voix, Merci beaucoup, la voix qui a Alain. été celle Merci. des expos. Merci beaucoup. Jacques Doucet, donc, qui était avec nous. Et oui, les collectionneurs de cartes pourront peut-être être à l'affût d'une carte avec Jacques Doucet. C'est ce qui complète la première partie du podcast édition Assise 2019. La deuxième partie sera disponible juste avant les vacances de Noël, donc dans environ 2 semaines. Vous aurez la chance d'entendre une autre légende du baseball québécois, M. Claude Raymond, qui nous a accordé de précieuses minutes, Mme Julie Gosselin, ainsi que Jean-Christophe Masson des Jays de Toronto, qui est accompagné de Jean-Philippe Roy du programme Sport-Études des Canadiens. Pour terminer cette série d'entrevues, vous pourrez entendre Richard Skip Aymon, qui a été intronisé au Temple de la renommée du baseball québécois après quelques années à se faire attendre. J'espère que vous avez apprécié cette première émission. N'hésitez surtout pas à partager la bonne nouvelle et à nous communiquer vos opinions. Si vous avez des questions pour les différentes personnes qui gravitent autour du baseball québécois, faites-nous les parvenir et on va essayer très très fort pour vous répondre lors des podcasts à venir. Merci d'avoir été là et à bientôt.